Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mardi 10 janvier et c'est le mug. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi matin, toujours début d'année, début janvier. Donc très bonne année et meilleurs vœux à ceux que j'ai pas encore croisés la semaine dernière. Bienvenue dans le chat. Ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver. On va parler actualité tech ce matin, actualité également politique liée à la tech, toujours. Et on va parler de nouvelles trouvailles technologiques également avec le CES 2023. On va parler d'intelligence artificielle avec ChatGPT toujours et encore. Comment allez-vous dans la chatroom? Est-ce que ça va bien ce matin? J'en profite pour dire un petit peu bonjour et remercier de vive voix Léa du 69 qui nous soutient, qui a renouvelé son abonnement. Un grand merci à toi. C'est une bonne manière de commencer la journée, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant sur Twitch ou tout simplement vous abonnant à la chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de débourser chaque mois. Sinon, vous pouvez également nous soutenir via Patreon ou tout simplement en utilisant les liens d'affiliation. On n'y pense pas tout le temps, mais utilisez-les, ça vous coûte rien et nous, ça nous permet d'avoir un revenu et de pouvoir rémunérer les personnes qui travaillent pour la chaîne et qui travaillent d'arrache-pied à vous fournir du contenu de qualité. Donc un grand merci, puis n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous, auprès de vos proches à qui une chaîne tech, d'actualité tech, ça pourrait intéresser. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière. Et du coup, j'en profite également pour remercier Lulu Simpson 80 pour ton soutien également. Un grand merci à toi. Et donc on continue à dire bonjour. Donc salut Samuel, salut Yves, salut Technisavoir, salut Snaze, salut Indy76, salut Lunita TV, salut FRJess, salut Alan Poisson PSSN. Je t'appelle comme je veux. Salut Oleg, salut The Garlic Snail, j'adore ce pseudo. Salut Poppy, salut Okotax, salut Eliav, salut Lulu Simpson qui nous dit bonjour à toi. Salut Fakadia Bolotin, salut Tichoum, salut Gukivea, des habitués là ce matin. Salut Générolf, salut Quentin, salut Sultan, salut Anaïs, salut Bistropixel, salut Rémi Serret, salut Melmox, Mekano, Mitsu, Isaka, salut Chloé Wink, bonjour à tous, salut Domivan, salut Natwax. Donc du coup voilà, je vous ai fait un petit peu de teasing sur qu'est-ce qu'on allait parler. Ouais, c'est un peu les piliers de bar du matin, exactement Oleg. Salut Mademoiselle Sem, bonjour tout le monde. Premier live de l'année pour moi. Ravi que tu le passes en notre compagnie ce matin. Bienvenue à toi. Et donc du coup voilà, je vous ai un peu teasé les articles qu'on allait faire, ou en tout cas les grandes news qu'on allait faire, mais là je vais vous le faire un petit peu plus en détail. On va faire le point quand même sur le rachat de Canal+, le rachat que fait Canal+ d'OCS. Donc ça y est, OCS se fait racheter par Canal+. On verra pourquoi. On en avait déjà un petit peu parlé, mais on pourra rappeler un petit peu les faits. Ensuite, on parlera de la grosse news de la journée. C'est évidemment les émeutes à Brasilia qui se sont déroulées dimanche 8 janvier dernier. Le début de la semaine a été un petit peu comme sortir d'un cauchemar éveillé. On reviendra un petit peu sur le rôle des réseaux sociaux dans les événements qui se sont déroulés donc au Brésil suite à l'élection du nouveau président Lula, renouveau, avec les partisans de Jair Bolsonaro qui s'en sont pris au pilier de la démocratie brésilienne. Et on verra donc la responsabilité ou pas des réseaux sociaux sur l'organisation et la coordination des émeutiers ce jour-là. On parlera un petit peu
bénéfice avec Samsung qui vit mal un petit peu la crise macroéconomique qu'on est en train de vivre actuellement, et il le vit mal à plusieurs niveaux, que ce soit dans la production de puces, mais également au niveau de la vente des smartphones. Donc on en reparlera un petit peu. Et puis c'est pas le seul puisque Apple, ça y est, a annoncé officiellement qu'ils annulaient la production de l'iPhone SE 4 qui était prévu originellement pour 2024. On verra un petit peu pourquoi. Je pense qu'on aura ça sera pas très difficile à deviner, mais on en parlera quand même. Et puis on enchaînera sur l'intelligence artificielle dont on n'arrête pas de parler ces derniers temps. Et cette fois-ci, on parlera de l'intelligence artificielle qui fait son arrivée sur l'application Livre de Apple. Et non, c'est pas une blague. Vous allez pouvoir écouter des livres audio narrés par une intelligence artificielle. Est-ce que ça vous donne envie ou pas? Vous pourrez me dire lorsqu'on parlera de cette news. Et puis on parlera également des différentes applications possibles de ChatGPT. Alors ChatGPT, pour rappel, c'est donc une intelligence artificielle conversationnelle qui génère du texte à la demande en fonction de vos demandes à vous. Et on verra un petit peu à quoi ça peut servir, différents types d'usages. Et un usage qui m'a fait sourire, c'est notamment la possibilité d'utiliser ChatGPT en lui, non pas en lui tapant des prompts à l'écrit, c'est-à-dire des demandes à l'écrit, mais carrément en utilisant Siri et avoir Siri qui vous répond en utilisant ChatGPT. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis on parlera ensuite de l'autre sujet tech qui fait l'actualité ou qui a fait l'actualité en tout cas la semaine dernière. C'est évidemment le CES 2023 qui s'est déroulé à Las Vegas la semaine dernière, qui s'est terminé dimanche. Bah voilà, Jérôme vous a fait une sélection des nouveautés tech. Bullshit ou pas bullshit, là on fera une petite sélection de choses peut-être intéressantes, peut-être à suivre. Vous m'en direz des nouvelles à la fin de l'émission. Ça sera une petite tartine. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous plaît. Je regarde un petit peu les commentaires dans la chatroom. Salut Vlad, salut Nico, salut Razorback, salut Strophantus, salut Laurent, salut Caradoc. Je pense que j'ai dit bonjour à tous. Medralik, je t'avais déjà dit bonjour, donc ça va, je t'ai pas raté. Et un grand merci à toi pour ton soutien. Un grand merci à toi, ça fait super plaisir. Voilà, c'est hyper important pour nous d'avoir des soutiens de la communauté. Ça nous permet de continuer l'aventure Naotech. Donc un grand merci à vous. Je vous propose de commencer sans plus tarder avec le Kawa. J'aime bien ceux qui me disent dans la chatroom, mais t'as un autre programme? Bah non, j'en ai pas, mais vous pouvez en avoir un si celui que j'ai ne vous plaît pas. En gros, c'est un peu ça la logique, quoi. C'est que je vous donne en avance, en début d'émission, les sujets, et puis comme ça, vous pouvez savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse ce matin ou si vous avez mieux à faire, ce que je pourrais aussi comprendre. Mais restez avec moi, car je pense qu'on va avoir des discussions assez intéressantes ce matin sur les différentes actualités du jour. Donc je vous propose de commencer directement en parlant de OCS et de Canal+. Donc on avait parlé un petit peu de rumeurs en fin d'année 2022. Ben là, ça y est, c'est confirmé. OCS change officiellement de propriétaire. Canal+ a annoncé avoir trouvé un accord avec Orange justement pour récupérer le bouquet de chaînes payantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que OCS se fait racheter par Canal+, mais ils perdent en même temps le catalogue HBO, puisque c'était la fin du contrat HBO OCS. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Canal+ va récupérer donc le bouquet de chaînes OCS qui inclut donc OCS Max, OCS City, OCS Géant, OCS Go, qui donc vont passer sous le contrôle Canal+. Ça a été communiqué dans une annonce qui a été faite hier, tout simplement. On n'a pas de montant de transaction qui a été indiqué, mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas non plus à juste les chaînes OCS. Le deal couvre également Orange Studio, la filiale de l'opérateur de télécommunications, donc le studio carrément de production.
Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette news? C'est vrai que du coup, on peut se demander quel est l'intérêt de Canal+ de racheter OCS, surtout avec la fin du contrat HBO. HBO, pour rappel, c'est les séries type Game of Thrones, Chernobyl, Silicon Valley, True Detective, Watchmen, etc. Alors attendez, je suis pas sûre, je vais vérifier. Que je vous dis pas de bêtises. En gros, c'est en tout et pour tout 64 séries HBO qui ont quitté OCS. Donc voilà. Donc c'est ça. Plus précisément, donc les plus connus: Angels in America, Boardwalk Empire, Band of Brothers, Big Little Lies, Chernobyl. Il y avait également qu'est-ce que je peux vous dire? Entourage, Girls, Game of Thrones. Je vous cite les plus connus, hein. Les Sopranos, Mildred Pierce, Rome, Six Feet Under, Sex and the City, Silicon Valley, The Wire, The Deuce, True Detective, The Knick, True Blood, Vinyl, VIP, Watchmen, etc. Et certaines séries ont perdu partiellement des saisons. Voilà, donc Succession notamment, Westworld aussi. Donc qu'est-ce qui reste de séries HBO sur OCS? Il en reste quelques-unes, mais vraiment pas beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés, c'est The White Lotus, saison 1, saison 2. J'ai entendu beaucoup de bien de la saison 2, tandis que la saison 1 avait été un peu décriée, donc à voir, hein. Il reste également House of Dragon, of the Dragon, qui était sorti cette année, Perry Mason et Betty. Voilà, donc pour ceux qui se demandaient ce qui restait, vous êtes au courant. Mais voilà, du coup, c'est vrai que sans le catalogue HBO, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, l'intérêt d'OCS dans le pack Canal+ a largement perdu son intérêt. Je sais même pas s'il y avait des séries ou des programmes uniquement OCS que je regardais, pour être honnête. Ouais, je suis pas sûre quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est vrai que la valeur ou l'intérêt d'OCS pour Canal+ est moindre. À savoir combien d'abonnés a OCS, ben ça se compte autour de 3 millions d'abonnés, ce qui est pas énorme, hein. Ça, c'est une information qui a été relayée en novembre 2022 par Variety. Et c'est peu finalement en comparaison de Canal+, qui compte 9,6 millions d'abonnés, ou encore évidemment Netflix qui compte 13 millions d'abonnés. Voilà, donc surtout pour une plateforme qui a été lancée en 2008, hein, parce qu'elle est quand même pas toute nouvelle, OCS. Et donc du coup, voilà, Canal+ récupère donc le bouquet. Selon les Échos, ça serait un bouquet qui a pris quand même entre 400 et 500 millions d'euros de pertes depuis son lancement. J'ai pas vraiment de point de comparaison. Donc moi, ça me paraît énorme, mais comme j'ai pas de point de comparaison, prenez-le avec des pincettes. Mais voilà, 400 à 500 millions d'euros de pertes depuis son lancement. La transaction serait d'environ 100 millions d'euros, avec un deal faisant qu'Orange devrait continuer à verser à Canal+ des minimaux garantis sur quelques années. Donc en effet, on est dans une situation où c'est le vendeur, c'est-à-dire Orange, qui verse de l'argent à Canal+, à l'acheteur. Donc c'est assez étonnant, mais en effet, voilà, c'est le deal qui a été conclu. À voir si finalement c'est plutôt le studio, voilà, Orange, qui a été le plus intéressant à racheter pour Canal+. À voir. Alors, c'est intéressant, Slow 971, tu nous dis c'est surtout que les gens vont se désabonner avec la perte des séries HBO pour aller s'abonner chez HBO. Bah oui et non en fait, c'est-à-dire que on n'a pas de date d'arrivée pour HBO Max, hein, pour rappel. C'est-à-dire qu'il y avait pour projet que HBO Max arrive en Europe et notamment en France, mais finalement le lancement n'a pas été officiellement acté, et surtout les récentes informations sont plutôt défavorables à un lancement prochain en France. HBO se concentre, le climat économique est compliqué, donc du coup c'est pas très peu probable que ça arrive en 2023. Alors qu'est-ce que ça veut dire ?
Est-ce que HBO va négocier temporairement des deals plus courts, peut-être moins, peut-être sur une année, pour que son catalogue soit disponible ailleurs? Moi, par exemple, je vérifie, mais j'ai vu plein de séries HBO faire leur arrivée sur Amazon Prime Video. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait un deal ici? Voilà, j'en ai vu pas mal. Ou est-ce que c'est parce que Amazon Prime fait un peu affiche d'autres abonnements? Je sais pas, c'est possible aussi. J'essaie de vérifier rapidement. Si je fais... Alors là, par exemple... Non, là, c'est que des bonus. J'ai des bonus de House of the Dragon. Mais je vois pas la série. Mais j'en ai vu certaines. Donc, à voir. Mais voilà, donc pour l'instant on n'a pas d'informations, ça va pas être aussi simple que ça de pouvoir s'abonner et d'accéder aux séries HBO. Donc voilà, comme Oleg nous le dit, Orange Studio, c'est potentiellement ce qui a le plus intéressé finalement Canal+, avec donc un studio qui est quand même bien présent dans la production cinématographique, tout à fait. Tout à fait. Un grand merci, ça pleut les soutiens là ce matin, les primes, un grand merci à Artragis pour ton réabonnement, un grand merci à Flo645 également, et un grand merci à JBV01, tous les trois, un grand merci pour vos soutiens, ça fait super plaisir. Hop, je regarde un petit peu vos commentaires. Ouais, Prime loue des trucs aussi, donc faut se méfier. On va peut-être avoir HBO Max. En tout cas, en France, pour l'instant, on n'a pas de date et ça semble sentir mauvais pour 2023. On va dire ça comme ça. Il y a Prime qui distribue OCS en option, ouais. Tout à fait. J'avais vu ça. Peut-être hors sujet, mais Paramount a été racheté par Prime au final ou pas? Il me semble pas, hein. Il me semble pas. Pas mon souvenir. Fergès dit non, donc je la crois. On va dire ça. Donc voilà pour OCS. Et du coup, c'est peut-être le bon moment aussi pour jeter un œil à votre abonnement Canal+, qui peut comporter plusieurs petites conditions et potentiellement, il y a peut-être moyen, si vous êtes plus intéressé par les contenus OCS, de pouvoir réduire un peu la facture. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Ça peut être une bonne résolution 2023 pour économiser là où vous n'utilisez pas forcément les services. C'est quelque chose que je dis que je devrais appliquer à moi-même. Donc voilà, c'est une idée, voilà, pour ceux qui veulent, voilà, prendre des bonnes résolutions, c'est une idée. Donc à vous. On continue avec la news du jour. Voilà, c'est évidemment ce qui s'est passé au Brésil dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout simplement, hein, pour rappel pour ceux qui ont déconnecté des informations en cette fin ou début de semaine, les partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro se sont introduits dimanche 8 janvier dans les lieux de pouvoir, symbole de la démocratie à Brasilia. Donc Brasilia, capitale du Brésil, hein, et notamment ont investi donc les bâtiments phares de la politique ou de la représentation de la démocratie au Brésil, construits par l'architecte moderniste Oscar Niemeyer. Voilà, donc grand symbole ici. C'est quand même un gros choc, hein, ce qui s'est passé. Voilà, c'est une démonstration de force qui s'est véritablement faite, et c'est notamment les autorités ont mis plusieurs heures à maîtriser. Alors, il est évident qu'il y a eu peu de, comment dire, les forces de l'ordre ont mis un peu de temps à réagir, hein. Il y a eu beaucoup d'analystes politiques qui ont confirmé que, en effet, les forces de l'ordre ont laissé faire dans un premier temps avant de contrôler et de prendre en charge un petit peu ce qui se passait. Et ce qui fait que du coup des centaines d'émeutiers ont investi les différents bâtiments sur la fameuse place qui rassemble du coup les différents bâtiments symboles de la démocratie. Il y avait notamment le
le Planalto, le palais présidentiel, hein, là où Lula, le nouveau président, officie. Il n'était pas sur place ce jour-là, mais c'est là où il officie. Il y avait également le Congrès et la Cour suprême, hein, donc vraiment des symboles, des piliers de la démocratie. Et donc les manifestants ont tout simplement cassé des vitres, arraché les portes. Ils ont filmé en direct leur offensive. Contre les symboles du pouvoir. Donc beaucoup de choses qui se sont passées ce dimanche. En plus de bafouer les symboles de la démocratie au Brésil, ils ont du coup investi des lieux qui regorgent de symboles artistiques, de grands artistes. Donc je parlais de l'architecte, mais c'est pas la seule chose. Il y a également plein de peintures, de sculptures, etc. qui ont été endommagées. C'est moi qui aime bien l'histoire de l'art, ça me fait évidemment mal au cœur. En plus d'avoir bafoué les symboles de la démocratie, qui est donc un choc et rappelez-vous un petit peu le choc qu'on avait eu lors des émeutes aux États-Unis. On avait tous eu l'impression de se réveiller d'un cauchemar, et en fait on voit que ça se reproduit dans d'autres pays avec un certain courant politique qui a un point commun avec les événements des États-Unis, et c'est affligeant, c'est très triste. Donc au-delà de ça, au-delà de mentionner la gravité indiscutable des événements qui se sont passés dimanche, ce qui est intéressant, c'est de regarder d'un peu plus près peut-être la responsabilité, ou comment les émeutiers se sont organisés finalement sur les réseaux sociaux, puisque encore une fois on parle de politique sous l'angle tech ici dans le mug, et c'est vrai que on a donc une espèce de répétition des émeutes du Capitole américain qui s'était déroulé le 6 janvier 2021, donc il y a pas si longtemps, et donc ces émeutiers ont pris les différents lieux de pouvoir comme le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême. Ça a été filmé par des centaines de smartphones, donc tentative de putsch suite à la contestation de l'élection de Lula. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a un article du Washington Post qui montre bien un petit peu la responsabilité de Facebook, Twitter, TikTok, ainsi que les messageries privées Telegram, qui ont permis a priori l'organisation d'un tel événement de manière plus ou moins cachée d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Donc les influenceurs du mouvement avaient lancé notamment de multiples appels au rassemblement depuis le 3 janvier dernier. Certains étaient plus ou moins cryptiques d'ailleurs. Il y avait notamment un appel à la célébration de la Festa da Selma, qui en portugais Selma ne veut pas dire grand chose, mais en fait c'est un terme qui est écrit en algospeak, c'est-à-dire avec des lettres remplacées pour éviter justement d'être repéré par les bots en charge de la modération. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on arrive à finalement créer des nouveaux mots en changeant certaines lettres pour ne pas être reconnu finalement par les bots, et pouvoir continuer à diffuser le message, tout simplement, potentiellement en changeant le M par le V, donc de Selma par le mot d'origine Selva qui veut dire un cri de guerre chez les militaires. Sur Telegram et WhatsApp, on retrouve des messages bien plus directs, notamment appelant les fermiers, les conducteurs de camions et les propriétaires d'armes à feu à tuer tous les rats qui avaient pris le pouvoir. En effet, en termes de subtilité, on repassera. Et sur Telegram, les organisateurs ont mis en ligne les horaires et les routes à suivre à travers tout le pays pour covoiturer justement, pour amener les supporters jusqu'au lieu de manifestation, sous l'appellation Caravane de la Liberté. Donc c'est quand même assez impressionnant. C'est quand même pour certains des messages et des menaces à peine cachés qui ont proliféré à la vue de tous sur certaines plateformes, comme par exemple Twitter, Facebook et TikTok. Ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, ça peut être assez perçu comme assez ironique finalement, puisque par exemple pour Twitter, pour information, Elon Musk avait licencié une grande partie de l'équipe de modération qui était située notamment au Brésil.
Donc c'est quand même assez ironique de voir que finalement sur Twitter des messages à peine voilés pullulent pour un appel à renversement de la démocratie et du gouvernement au pouvoir suite aux élections. Donc c'est assez intéressant et d'autant plus ironique quand on voit qu'Elon Musk s'est exprimé notamment sur les événements. Donc c'est assez. Est-ce qu'il réfléchit un petit peu aux décisions qu'il a prises? Après, peut-être qu'il va dire que le Brésil c'est loin de chez lui, mais pas si loin que ça finalement. Voilà, donc c'est assez intéressant de suivre ça. Du côté de Meta, pas très étonnant, Meta a supprimé les contenus appelant à la violence après que ces derniers ont eu lieu, tout en indiquant que l'élection du Brésil avait été désignée comme lieu à haut risque ou au moment de haut risque. Le Washington Post indique notamment que Facebook et Instagram ont par leur intermédiaire de moteurs de recherche malheureusement mis en avant des contenus des groupes qui remettaient en question les résultats du scrutin durant les dernières semaines. Donc ils ont eu du mal justement à contrôler la désinformation et les appels c'est des appels à désinformation, c'est-à-dire avancer que les élections ont été truquées et que du coup Lula ne devrait pas être au pouvoir et c'est Jair Bolsonaro qui devrait l'être, c'est contester les résultats d'une élection et c'est de la désinformation. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne croit plus on n'a plus confiance en des choses qui paraissaient inébranlables, c'est-à-dire le respect des élections et des résultats d'une élection présidentielle. Donc ça c'est intéressant quoi. Enfin c'est intéressant et affligeant comme je disais tout à l'heure. Il y a notamment aussi le média Rappler qui raconte dans son article comment une vidéo virale appelant à participer à la révolution militaire avait été vue 820 000 fois et partagée 48 000 fois. Donc c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à limiter la propagation finalement de ce genre de contenu. Donc je regarde un petit peu vos commentaires dans la chatroom. Ce qui est bien avec ces gens, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de dévoiler leurs projets sur les réseaux sociaux. Oui et non, Yves. Je pense que leur problème, c'est pas forcément, leur priorité, c'est pas de se cacher. Sinon ils auraient pas fait ces émeutes finalement dans les différents bâtiments en fait. C'est leur enjeu, c'est de pouvoir s'organiser et de pouvoir amener un maximum de personnes sur place pour marquer un grand coup l'histoire du pays. Et là-dessus, ils ont réussi, qu'on veuille ou pas. Alors, ils n'ont pas, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas retourné le gouvernement actuel au Brésil. Lula s'est exprimé et a sévèrement condamné, et c'est pas le seul de son gouvernement, a sévèrement condamné les actes du dimanche 8 janvier. Mais en tout cas, les émeutiers, malheureusement, ont réussi une partie de leur action, c'est-à-dire qu'ils ont choqué le monde, ils ont marqué l'histoire du Brésil avec cette émeute impressionnante qui vient ébranler les piliers de la démocratie brésilienne. Donc rien qu'en ça, malheureusement, ils ont réussi leur mission. C'est plus de l'intimidation, plus qu'un coup d'État, tout à fait. Et finalement, là-dessus, ils ont réussi. C'est ça qui est dramatique. Ils ont réussi. Oui, Bolsonaro s'est exprimé. Il a dit qu'il n'était pas vraiment responsable des actes. Encore une fois, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Mais voilà. Donc voilà. De son côté, la plateforme TikTok a joué aussi un puissant rôle de relais pour le même type de contenu, propagation encore de désinformation. Dans le moteur de recherche de TikTok, par exemple, 5 résultats sur 8 portant le terme bulletin de vote renvoyés vers des contenus utilisant l'expression vote truqué. Donc encore une fois, c'est cette idée de propager la désinformation en faisant croire que le vote a été truqué. Ce qui est intéressant, c'est que si le vote tourne du point de vue
de ton opinion politique, tu ne vas pas la remettre en cause, mais si elle n'est pas alignée avec ton point de vue politique, tu vas tout de suite la contester et parler de vote truqué. Donc il y a 2 poids 2 mesures ici, et il y a une problématique de ne pas accepter de céder le pouvoir et de croire en la démocratie, qui est donc ce procédé où le peuple peut voter et élire ses dirigeants. Et c'est assez malheureux, quoi. Et surtout quand on voit que c'est un certain des supporters d'un certain parti, d'un certain bord politique qui vont faire une esclandre qui aura un impact international, parce que tous les médias en ont parlé finalement, et qui ont l'impression d'être, du coup, se donnent l'impression d'être la majorité, alors que le peuple finalement s'est exprimé et a élu Lula. Donc c'est ça aussi le risque, c'est que en fait, en marquant d'un grand coup, ils communiquent sur le fait qu'ils sont plus importants et plus nombreux, en tout cas c'est ce qu'ils essaient de faire croire, que les partisans de Lula, ce qui n'est pas le cas, puisque c'est Lula qui a été élu. Donc c'est assez inquiétant quand même, cette tendance qu'on peut voir, quoi. Oui, Télémon, enfin désolé, je sais pas prononcer ton pseudo. Tu nous dis le problème c'est que dans leur bulle Facebook, dans leur bulle Facebook, ils pensent que le monde entier pense en eux. Mais c'est un biais que tout le monde a. Il faut pas se montrer, croire qu'on est meilleur que les autres. De manière générale, on n'aime pas voir des avis contraires aux nôtres. Et on va chercher à valider ses propres opinions. C'est un biais humain qui est difficile à éviter. Je veux dire, tu peux limiter tes biais, mais tu peux pas les enlever ou les supprimer. Tu peux les mitiger, les amoindrir. Donc attention, il faut pas se croire meilleur que les uns ou les autres, quoi. Maintenant, il faut à un moment donné faire confiance en certains procédés. Moi, j'avoue que la démocratie, c'est quand même un pilier de notre société actuelle dont je suis fière. C'est imparfait, certes. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées, très certainement, et dans de nombreuses démocraties. Mais ça, c'est vraiment les événements qui se sont passés dernièrement, c'est quand même assez... c'est un vrai problème, quoi. Et il faut pas, en effet, je suis assez d'accord avec ce que dit Jérôme, il faut pas mépriser ou se moquer des personnes qui ont l'impression que leur point de vue politique n'est pas écouté, ou qui se sentent exclus ou ridiculisés par un pan de la société. Ça polarise les positions politiques, et ça n'aide pas du tout au débat. Si ces personnes ont des vrais besoins politiques qui doivent être adressés aussi. Voilà. Donc attention à ça. Un grand merci à Kwaska, Fabrice et Brezen pour vos soutiens. Un grand merci à vous. Ça fait super plaisir. 33 mois consécutifs pour Brezen. Quand même, des petits applaudissements pour Brezen, un grand merci à toi. Remarque que je dis ça, mais Fabrice, il en est à 23 mois aussi, hein. Donc un grand merci à vous tous, ça fait trop plaisir. Donc voilà, important quand même à garder. Comme je vous disais sur Twitter, beaucoup de choses se sont passées, hein. Plus de 10 000 comptes ont ainsi partagé vendredi l'expression Festa da Selma dont je vous parlais, un jeu de mots sur une expression évoquant une fête du cri de guerre, hein, comme je disais. Alors certains ont mentionné d'autres traductions, mais c'est possible qu'un mot ait plusieurs sens. En tout cas là, c'est vraiment la notion de cri de guerre. D'après le chercheur Arcelino Silva-Neto, qui est à retenir dans ce cas-là, donc un message à peine voilé pour appeler les militants de Jair Bolsonaro à contester les résultats de l'élection brésilienne, et tout comme Stop the Steal, qui avait été le mot d'ordre des émeutes américaines du 6 janvier 2021. Donc vous voyez, il y a des expressions qui s'utilisent. Donc voilà, vraiment c'est assez impressionnant ce qui s'est passé, et on voit que les réseaux sociaux peinent vraiment dans ces cas de temps réel, de réactivité, peinent grandement à
à être à la hauteur et voilà. Et donc quoi qu'on en dise, c'est intéressant aussi de voir les répercussions des décisions qu'un certain Elon Musk a pris pour Twitter notamment. Voilà, important de parler de ce sujet. Il y a un excellent article de Presse Citron qui s'inspire beaucoup de l'article de Le Monde aussi sur le sujet. Donc je vous renvoie vers ces 2 articles si vous souhaitez en savoir plus. Voilà. Je vous propose de continuer. On continue avec des bénéfices. On va parler de bénéfices un petit peu. On va faire une pause dans les sujets un peu lourds. Remarque. Oui, voilà. Et on va parler de bénéfices du côté de Samsung et d'Apple. Alors, on commence avec Samsung. On voit que notamment les bénéfices continuent à plonger du côté de Samsung. En 2021, on parlait de pénurie de puces, mais en 2022, c'est en fait l'opposé. À cause du contexte macroéconomique, la demande en produits électroniques baisse. Donc en effet, le problème ici, c'est pas forcément le manque de puces, mais c'est le trop-plein, et ça affecte énormément Samsung. Le bénéfice opérationnel de l'entreprise coréenne avait déjà baissé de 30% au 3e trimestre, et aujourd'hui, elle se prépare à annoncer une baisse de 69% en glissement annuel. Voilà, donc impressionnant quand même, l'entreprise devrait annoncer un bénéfice opérationnel de 3,4 milliards de dollars. Ça représente une baisse de presque 70%, ce qui est quand même assez spectaculaire. Et c'est le plus petit bénéfice opérationnel de Samsung depuis le 3e trimestre 2014. Donc ça remonte, on n'est pas à 10 ans, mais quand même à 8 ans. Donc c'est quand même pas mal. Ce plongeon des bénéfices est causé donc par 2 éléments, 2 activités très touchées par la crise, les smartphones et les puces. En effet, on est donc quand même dans un contexte d'incertitude externe persistante. On a un ralentissement économique mondial qui continue. Il y a la guerre. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le bénéfice global donc a fortement diminué d'un trimestre à l'autre. Et donc, il y a aussi une baisse significative des résultats de l'activité mémoire, les puces mémoire, en raison d'une demande qui est du coup en baisse et d'une baisse des ventes de smartphones également, puisque les smartphones ont également besoin de puces. Donc, c'est 2 choses qui impactent donc ces puces où la demande baisse drastiquement et aussi au niveau des smartphones. Alors, c'est pas complètement noir parce que a priori, pour les smartphones, il y a IDC qui prédit que les expéditions de smartphones en 2022 donc ont baissé de 9,1%, mais la bonne nouvelle, c'est que les ventes pourraient redécoller à partir de 2023. Donc pas si noir que ça. Et on va vérifier, on vous tiendra au courant évidemment au cours de l'année si on a des informations justement sur ces performances-là. Pour les puces, la plupart des entreprises qui avaient du mal à satisfaire la demande durant la pénurie voient aujourd'hui les commandes baisser. Et on voit même que certaines boîtes ont commencé à licencier afin de réduire le coût. Donc là, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Vu le climat politique et économique, c'est probable que ça continue encore sur 2023 en tout cas. Ça va, ils sont pas en perte, non, mais voilà, pour une boîte, ça veut dire potentiellement réduire la masse salariale, etc., pour rester agile et rester à un niveau de performance convenable ou acceptable pour la boîte. C'est eux qui définissent ça, c'est pas moi. C'est toujours difficile dans le système de capitalisme de voir une performance qui baisse. Donc c'est jamais une bonne nouvelle. On est quand même dans un système qui court à la performance. Et en effet, il y a beaucoup de questions sur est-ce que c'est tenable sur le long terme. Beaucoup disent non. On verra dans les temps à venir qu'est-ce qui se passera, quoi. Voilà en tout cas pour Samsung. On continue du coup pour prendre des nouvelles du côté d'Apple. Du côté d'Apple, je vous l'ai dit lors du sommaire, on a donc Apple qui confirme
qu'ils annulent la production de l'iPhone SE 4. Ça y est, ça va s'arrêter. La commercialisation de ce smartphone était prévue pour 2024. Et la raison, c'est que tout simplement, comme l'iPhone mini, il aurait du mal à se vendre en quantité importante et donc il apporte pas assez de rentabilité. Alors, surtout cette version 2024, si on regarde de plus près, c'était celle qui devait quand même apporter un nombre important de changements sur le modèle SE, et notamment des améliorations comme par exemple des coques moins épaisses, éviter d'avoir le bouton d'accueil, donc passer vraiment sur le même système qu'on a sur les autres modèles d'iPhone plus récents. Et donc, le but est donc de se rapprocher justement de l'iPhone XR de 2018. Et donc, tous ces changements, ça a un coût. Même si vous allez me dire, ils existent pourtant sur les autres smartphones de la gamme. Oui, mais en fait, à chaque taille et chaque équipement, c'est problématique. Et donc, ça veut dire qu'il y aurait quand même un coût à faire et prévoir ces changements. Et donc, du coup, de cette décision, il y a quand même un grand gagnant. Le grand gagnant, c'est Qualcomm, le fabricant de puces, qui équipe depuis longtemps les smartphones d'Apple. Pourquoi ? Parce qu'en effet, Apple avait pour projet de tester sa propre puce 5G dans l'iPhone SE 4 afin de pouvoir voir s'il pouvait se détacher de son partenaire Qualcomm. Pour info, Qualcomm équipe déjà l'iPhone 14, dont les ventes ont très bien fonctionné à Noël. Donc pour l'instant en tout cas, Qualcomm peut souffler, mais ils savent que c'est un répit de courte durée parce que Apple est très clairement sur cette trajectoire où ils vont internaliser la conception des puces en tout cas. Et ils vont externaliser la production parce qu'ils ont des partenaires, TSMC, mais ils vont internaliser la conception en tout cas de ces puces. Donc à voir. C'était une petite brève en tout cas pour Apple. Vous êtes prévenus. Moi, je ne fais que pleurer le petit format des iPhones. Je suis adepte des petits formats ici là. Et donc du coup, ça va être très compliqué pour moi de changer de format. Après, pour l'instant, je touche du bois contreplaqué. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin d'en changer. Et comme je vous disais, moi, ça sera vraiment la prise USB-C qui me fera changer parce que entre mon Mac, mon iPad, etc., j'ai des prises un peu bâtards et ça m'ennuie. Ça m'agace. 36 000 câbles, ça m'agace. Voilà. Je regarde un peu vos commentaires. C'est dommage, je suis sûre que l'iPhone SE avec un design style XR se serait mieux vendu que l'actuel. Je suis pas sûre parce qu'on est quand même sur des formats un peu petits qui ont montré qu'ils n'avaient pas des niveaux de vente au niveau des attentes d'Apple, en tout cas, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Attends, il y a une question intéressante. Hop. Alors, oui, merci beaucoup L'Orange de me dire attention, Apple annonce quelque chose sur un produit du futur. Merci beaucoup d'avoir soulevé tes doutes. En effet, c'est pas Apple qui a confirmé, c'est l'analyste Ming-Chi Kuo qui avait donné deux hypothèses possibles en fin d'année sur soit l'iPhone SE 4 qui allait être retardé ou qui allait être annulé. Et là, il a fait un post Medium qui confirme que lui, il pense que ce serait plutôt l'annulation. Donc, c'est pas Apple qui confirme. Eratom, un grand merci pour ton commentaire. Eratom ici, c'est pas Apple qui confirme. T'as tout à fait raison. Apple généralement ne s'exprime pas sur des produits futurs. C'est l'analyste qui lui affine ses prédictions et ses analyses. Et donc avant il disait soit retardé, soit annulé. Là il dit ça sera très certainement annulé. Voilà. Merci pour le petit rappel. Un grand merci à toi.
Voilà en tout cas pour Apple. Je vous propose de passer à la prochaine news. Prochaine news, on va commencer sur la partie intelligence artificielle. Il se passe plein de choses. Moi, je trouve ça assez fascinant et on voit que ça se développe. Que l'on aime ou pas, encore une fois, pour rappel, on peut pas vraiment bloquer les avancées technologiques, et c'est une avancée technologique majeure, mais par contre, on peut discuter des risques, des risques à prendre en compte pour mieux penser les services et l'évolution de la société et l'impact notamment sur les emplois, etc. Donc ça, c'est toujours hyper important d'en discuter. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Je voulais vous parler d'Apple encore une fois. Cette fois-ci, c'est avec leur application Livres, là où vous pouvez lire vos livres, que ce soit sur iPhone, sur iPad, etc. Vous pouvez acheter et lire vos livres. Mais il y a également maintenant des audiobooks qui sont disponibles. Et maintenant, Apple vient de déployer la possibilité pour les éditeurs de carrément publier des livres audio narré par une intelligence artificielle sur son application Livres. Non, alors c'est pas une blague, c'est vraiment une vraie news. Alors attention, pour l'instant, c'est uniquement disponible pour des livres en anglais. Petite information, voilà. Donc ne cherchez pas des audiobooks ou des audiolivres narrés en français par une intelligence artificielle. C'est pas encore disponible. Ça devrait arriver, hein, mais pour l'instant, ça ne l'est pas encore. Et pourquoi? Tout simplement, selon Apple, cela permettrait de faire baisser les coûts de production sur un marché en pleine expansion. En effet, les livres audio sont en pleine expansion. En 2022, les ventes ont bondi de 25% par rapport à l'année précédente et ils génèrent 1,5 milliard de dollars. Il y a même des analystes qui estiment que le marché mondial du livre audio pourrait représenter plus de 35 milliards de dollars d'ici à 2030. Donc quand même belle croissance et donc du coup il y a pas mal d'entreprises qui commencent à s'intéresser du coup à ce type de produit et notamment Spotify en fait partie, pour info. Ils proposent désormais des livres audio aux États-Unis. Encore une fois, pas en France, attention, aux États-Unis. Et donc du coup aujourd'hui, on sait que le secteur est quand même dominé par Amazon avec Audible, leur service de livres audio, mais Apple n'est quand même pas en reste. Ils proposent également donc des livres audio pour ceux qui ne le savaient pas et c'est directement intégré à leur application Livres. Et donc pour l'instant la majeure partie était narrée par des humains, mais justement ils ont développé cette fonctionnalité de narrer par une intelligence artificielle. Ils s'expriment d'ailleurs sur le sujet, l'entreprise s'est exprimée dans un article de blog. Ils disent: la narration numérique d'Apple Books associe une technologie avancée de synthèse vocale au travail important d'équipes de linguistes, de spécialistes du contrôle de la qualité et d'ingénieurs du son pour produire des livres audio de haute qualité à partir d'un fichier e-book. Voilà, donc les voix, ce qui est intéressant, les voix d'intelligence artificielle sont spécifiquement pensées pour convenir au genre du livre qu'elle narre. Pour l'instant, il y a 4 voix qui existent: Jackson, Madison, Elena et Mitchell. Alors généralement, non, je dis ça, mais c'est faux, j'ai pas vu ça. Ça ne m'étonnerait pas que dans le futur aussi, vous pouviez choisir une voix masculine ou féminine, ou même une voix plutôt neutre, en fonction des préférences de chacun. Mais c'est vrai qu'en fonction du genre du livre, je trouve ça logique que du coup il y ait une voix adaptée. Tu vas pas lire un essai politique avec la même voix qu'un roman à l'eau de rose, par exemple. Et c'est pas pour critiquer les romans de Rose du tout, parce que moi j'en lis, mais c'est juste que tu vas pas avoir le même ton, t'es pas dans le même état d'esprit, c'est pas la même chose que tu recherches, et donc tu veux avoir une voix adaptée qui narre du coup l'audiobook. Donc je trouve ça assez intéressant comme démarche, voilà. Et donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous montre un petit peu comment ça se présente sur l'application anglaise, en tout cas de Apple Books. Là vous avez un exemple de livre et vous pouvez voir dans le sous-titre, sous le nom de l'auteur, Mona Ingram, vous pouvez voir c'est narrated by Apple Books. Donc il montre dès le début que c'est narré par Apple Books. Donc, il n'essaye pas de même dire la voix choisie qui pourrait faire croire à un humain. Non, il montre bien que c'est narré par une technologie, en tout cas. Donc ça, je trouve ça plutôt transparent, plutôt bien, vraiment. Donc, voilà, vous voyez un petit peu à quoi
sous quelle forme ça se traduit en tout cas. Selon The Guardian, la fonctionnalité du coup de cette lecture par intelligence artificielle de ces livres audio sur Apple, ça devait à l'origine être déployé en novembre, mais Apple a préféré décaler et patienter parce qu'en fait la presse spécialisée était plutôt concentrée sur les licenciements du côté de chez Meta ainsi que sur la saga ou le drama du rachat de Twitter par Elon Musk. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils auraient décalé, mais la fonctionnalité était déjà prête a priori. Ils continuent en tout cas à s'exprimer. Ils disent à Apple que de nombreux auteurs, notamment les auteurs indépendants et ceux associés à de petits éditeurs, ne sont pas en mesure aujourd'hui de créer des livres audio en raison du coût et de la complexité de production. Et donc du coup, c'est là que la narration numérique d'Apple Books rend la création de livres audio plus accessible à tous, vous aidant ainsi à répondre à la demande croissante en mettant davantage de livres à la disposition des auditeurs. Tout simplement, c'est pour surfer sur la vague de ce marché de livres audio qui est en pleine croissance et donc de pouvoir offrir plus de livres disponibles en livre audio. Donc c'est pas vraiment étonnant, ça va étoffer l'offre d'Apple et pouvoir permettre aux personnes de savoir de quelle manière ils préfèrent consommer un contenu et ne plus se poser la question de où est-ce que ça va être disponible, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Est-ce que vous êtes des consommateurs de livres audio dans la chatroom ? On va faire peut-être un petit sondage. Je m'essaye à un sondage ce matin. Hop, on essaye. Ah oui, j'ai toujours le problème du tiret. Hop, magnifique. Alors la question c'est, consommez-vous des livres audio ? Hop, on va mettre sur 2 minutes. Hop, sondage lancé. Et du coup, moi aussi, je vais voter. Hop, j'ai voté. Oh, merci pour l'achat. L'achat du t-shirt, trop bien. Trop cool. J'ai pas vu le pseudo, mais un grand merci. Tu seras rhabillé. La trilogie Sandman sur Audible est très cool. J'arrive pas à me séparer de ma voix intérieure, mon rythme et mon besoin de revenir sur certains points. Je comprends, ouais. J'ai testé la narration par IA d'Apple, c'est tout. Ah Nico, attends, mais t'as acheté un livre ? Parce que du coup, j'ai essayé de trouver hier s'il n'y avait pas un livre gratuit que je pouvais tester en anglais avec l'intelligence artificielle. J'étais curieuse, mais j'ai pas réussi à trouver. T'as acheté un livre ou pas ? Partage des astuces, moi j'aimerais bien essayer. Il y a Oleg qui nous dit si c'est au point pour les livres audio, ça devrait débarquer rapidement pour les voix de dessins animés aussi, ouais. Oui, c'est pas faux. Un grand merci à Jibou et Tintoré pour vos soutiens. Un grand merci à vous. Et donc pour l'instant, dans le sondage, on est à 8%, donc 10 personnes qui disent quand même tout le temps écouter des livres audio. Intéressant. Moi, je suis plus podcast, pour être honnête. Mais du coup, voilà, de l'audio quand même, mais plus podcast. 20%, donc 26 personnes qui ont répondu de temps en temps. Ça m'est arrivé. Il y a des livres, notamment des livres de business que j'arrive pas à lire, qui me saoulent. Et donc du coup une manière plus facile, parce que c'est plus passif aussi, c'est moins, ça vous demande moins de vous investir, c'est de les écouter. Voilà, donc du coup ça m'est arrivé d'écouter des livres audio, mais ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas fait, mais j'en ai écouté plusieurs, c'est pour ça que j'ai pris de temps en temps. Il y a 21 personnes qui disent non, je n'aime pas quand même, donc c'est bien, vous avez testé
mais vous n'aimez pas. Il y a 20 personnes qui ont dit ça m'est arrivé une fois et seulement 10 personnes, donc 54 personnes quand même qui disent non mais pourquoi pas. Donc vous êtes intéressés. Donc ça c'est intéressant. Enfin, vous êtes intéressés, c'est intéressant de le savoir. Donc voilà, merci beaucoup pour vos réponses. Ouais, vous êtes étrangement ouverts. C'est peut-être parce que vous n'y avez pas un choix non et jamais. Donc c'est bien. Il y a DJJEP qui dit « Mon fils de 10 ans adore les livres audio, sauf que le lecteur, c'est moi. » Ouais, tu m'étonnes. Après, moi, quand j'étais petite, en effet, il y avait des histoires narrées. Enfin, ça se fait beaucoup, en fait, pour les enfants. Moi, je sais que j'avais une cassette de Émilie Joly avec les chansons et tout, là. Quand j'étais petite. Donc ça se fait plus peut-être aussi pour les enfants, c'est quelque chose voilà qui se fait pas mal. Donc on y revient. Un grand merci à Koega pour ton abonnement, un grand merci pour ton soutien. Voilà en tout cas pour les livres audio. Je vous propose qu'on continue avec cette fois-ci encore de l'intelligence artificielle, mais du côté de ChatGPT. Parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais des fois c'est pas très clair qu'est-ce que ça nous permettrait de faire. Donc j'ai trouvé un article assez intéressant de l'ADN. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre dessus si vous voulez creuser un petit peu. Et l'article, il vous donne des idées de pourquoi utiliser ChatGPT. Donc je trouve ça assez intéressant. Et notamment, il y a une idée, c'est demander à ChatGPT de parler comme un expert. Donc par exemple, il y a des choses intéressantes comme si vous lui demandez de parler ou de vous présenter ou de vous expliquer un sujet. Il risque de vous présenter des généralités assez basiques et superficielles, mais par contre, si vous lui dites exprime-toi comme un expert ou réponds en tant qu'expert d'un certain champ de recherche, et là-dessus, ça va le pousser à aller chercher des réponses un peu plus précises et moins banales. Par exemple, tu es un sociologue talentueux, diplômé d'Harvard. Bon, explique-moi le concept des relations parasociales en mettant en avant des analyses précises et peu communes. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va lui donner, du coup, dans sa base de données, ça va aller l'encourager à aller chercher des faits moins partagés, moins vérité générale, et à aller creuser sur des éléments qui se distinguent. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, vraiment. Et en effet, nous on l'a testé, enfin moi je l'ai testé, voilà, je lui ai demandé par exemple de rédiger des articles sur un certain sujet avec un ton, alors c'était en anglais les prompts, donc un ton friendly, un ton amical, un ton sympa, et donc du coup ça va modifier le ton, tu peux lui dire aussi d'expliquer en utilisant une certaine méthode, par exemple, je sais pas moi, quelle est la meilleure manière de cuire des pâtes, voilà, et c'est finalement pas forcément en les laissant juste bouillir dans de l'eau, mais en réutilisant l'eau avec de l'amidon, etc. Bref, Jérôme pourra mieux vous en parler que moi. Et du coup, il va conditionner ensuite son article avec toutes les informations que vous lui donnez. Et en fait, votre prompt, votre demande pour que ChatGPT vous réponde et génère du texte en fonction de votre demande, elle peut être très très longue finalement. Et donc, vous pouvez lister des arguments, lui donner un nombre de mots limité ou un nombre de caractères limité, etc. pour avoir la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez lui dire... Génère-moi un titre pour l'article avec 3 paragraphes ou un titre avec un paragraphe pour chaque rubrique, etc. Moi j'ai fait ça et ça m'a pondu des exemples d'articles assez impressionnants. Donc voilà, donc vous pouvez lui demander de s'exprimer comme un expert. Vous pouvez aussi lui demander de copier votre style. En effet, vous pouvez lui donner un exemple de texte que vous avez rédigé et lui dire analyse le texte ci-dessous, son style, son ton, sa syntaxe, écris ensuite un texte permettant de reproduire les caractéristiques de ce texte pour produire un nouveau texte. Donc là, ça va donner un texte alternatif dans votre style
mais différent quand même. Voilà, parce que ChatGPT fait pas juste du copier-coller, donc c'est ça qui est intéressant. Vous avez aussi une communauté de développeurs qui va vous donner des idées de demandes. Donc on a notamment le développeur web turc Fatih Kadir Akin qui propose sur GitHub carrément une liste de prompts, de demandes précis à utiliser avec ChatGPT. Donc on trouve des dizaines d'instructions détaillées à donner. Donc par exemple, comporte-toi comme un guide de voyage, je te propose une localisation et tu me donnes les choses à faire. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Comporte-toi comme un designer UX, je te décris une application et ton travail sera de me faire penser à des façons créatives de rendre l'application plus agréable pour les utilisateurs. Ouais, c'est un peu réduire le travail du designer UX ici, mais bon, pourquoi pas. Je serais curieuse de l'utiliser, pour être honnête. J'essaierai peut-être aujourd'hui. Comporte-toi comme un générateur de titres sophistiqué. Tu composes des titres à partir de 3 mots-clés. Donc ça, c'est aussi intéressant même juste pour vous donner des idées. Par exemple, voilà, quand vous souhaitez avoir des synonymes ou des titres alternatifs, etc., ça peut être super intéressant. Voilà, donc vous avez également un autre usage assez intéressant, c'est que une des contraintes de ChatGPT, c'est que c'est limité aux pages web datant au plus tard de 2021. Mais il y a carrément une extension Chrome Web ChatGPT qui permet d'étendre ses connaissances à l'ensemble du web. Et du coup, vous pouvez carrément questionner ChatGPT sur les événements au Brésil dont on a parlé récemment. Et il y a eu un test et l'extension carrément fournit un texte reprenant 3 articles, 2 du Figaro et 1 du Monde. Donc pas mal quand même comme résultat. Par contre, il met un peu plus de temps à charger. Et vous avez également une extension qui vous permet de répondre aux mails automatiquement. Donc là aussi, le but, c'est pas forcément d'avoir ChatGPT qui répond à votre place, mais juste pour vous donner des fois des idées de réponses. Ça peut être utile dans ce sens-là. Donc, bien vu, voilà. Un autre exemple, et ça, c'est un article de 01net, c'est que carrément vous avez un moyen d'utiliser ChatGPT avec Siri sur votre iPhone. Voilà, donc là vous avez toute je vous propose d'aller voir directement l'article parce que c'est technique, donc il n'y a pas trop d'intérêt que je vous dise pas à pas comment il faut faire, mais vous allez du coup pouvoir faire en sorte que Siri utilise ChatGPT pour vous répondre. Donc ça, je trouve ça assez intéressant aussi. Et demander à Siri, voilà, à ChatGPT à partir de Siri de pouvoir générer un texte. Je trouve ça super intéressant. Donc je lis un peu vos commentaires dans la chatroom. C'est un bel outil, le problème c'est qu'il faut que ça reste un outil et pas plus. Aujourd'hui, rien protège les artistes et créateurs du potentiel vol, réutilisation de leurs travaux par ces IA justement. En effet, je pense qu'il va y avoir un grand enjeu de ce côté-là, mais je suis d'accord avec toi, c'est un outil. Et en fait, la valeur d'un artiste, voilà, ça redéfinit peut-être la définition de l'artiste. Et finalement, la définition de l'artiste, c'est pas forcément la production d'œuvres d'art, mais c'est le concept derrière, ou la créativité, qu'une IA ne sera pas capable de faire. C'est ça qui nous différencie aussi. NitroWood, tu nous dis, je suis étonnée, je pensais qu'il se référait qu'à sa base de données, ça veut dire que ChatGPT, grâce à l'extension Chrome, peut se connecter à Internet. Je pense, ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est qu'en effet, le ChatGPT classique est limité jusqu'à 2021, mais qu'il y a des développeurs qui s'éclatent là actuellement et qui permettent de développer finalement ChatGPT. Alors, du coup, les 2 articles pour développer l'usage de ChatGPT, c'est un article, c'est l'ADN. Et l'autre article, c'est 01.net, 01net.com, pardon. Et les deux vous donnent des astuces. 01net, c'est pour Siri, et l'ADN, c'est pour tout le reste. Vous avez les articles disponibles dans le Flipboard de Nowtech pour ceux qui souhaitent creuser. Donc, je vous renvoie vers ça. Alors attention à savoir que vous pouvez utiliser ChatGPT, mais il y a quand même une limite qui équivaut à $18. Donc en gros, ça revient au nombre de mots que vous avez demandé à ChatGPT de générer. À un moment donné, vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc attention, il y a quand même des limites. L'extension, est-ce que j'ai le nom de l'extension? L'extension Chrome Web Chat GPT. Voilà, c'est ça le nom de l'extension.
Attention, hein, vérifiez bien quand même les sources, etc. Là, moi, je vous donne des idées, mais je les ai pas testées moi-même. Hein, j'ai pas eu le temps. Voilà. C'était les news du jour, les petites news tech du jour. Je vous propose de passer, il est 9h02 en plus, 9h03, on est dans les temps, je vous propose de passer à la tartine pour discuter un petit peu des technologies du CES 2023. Voilà. Et voilà, j'espère que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, restez encore un petit peu avec nous puisqu'on va discuter des nouveautés du CES. Alors, je sais que Jérôme vous en a parlé hier. Il vous a parlé un petit peu de bullshit or no bullshit pour certaines innovations. Là, moi, j'ai pris voilà ce qui était remonté un petit peu dans ce qui avait le plus buzzé au niveau du CES. Je fais un petit peu ma propre sélection et ça m'intéressait d'avoir votre avis dans la chatroom. Donc je pense que je vais faire un petit sondage avec chacune des innovations pour voir lesquelles vous plaisent le plus. Donc je vous demanderai de voter un petit peu sur les différentes innovations dont je vais parler. Donc première chose, alors attendez, il faut que je prenne le bon article, j'y suis pas encore, voilà. Premier élément, c'était hop. Alors j'aimerais vous montrer. J'aimerais vous montrer des photos quand même. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le premier élément qui ressort et qui a pas mal fait parler de lui, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc je peux peut-être mettre une photo un peu plus précise ici. C'est l'Aska A5 qui est donc la première voiture volante en action. Donc c'est Next Future Mobility, la marque qui a annoncé sa voiture volante. Il a même commencé à prendre des précommandes en 2019, mais le CES 2023 marque la première représentation de l'Aska A5. Alors il y a eu une présentation qui a été décalée à mercredi pour cause de mauvais temps, mais en tout cas ça a été présenté. Et donc c'est un espèce d'avion avec des roues, ou une voiture avec des ailes, comme vous préférez. Les deux sont valables. C'est un avion électrique à décollage et atterrissage vertical, un peu comme un hélicoptère finalement. Et ce qu'on appelle aussi eVTOL. Le véhicule peut transporter jusqu'à 4 passagers. Ses ailes sont pliables et se déploient pour décoller verticalement et voler sur une distance de 400 km. Alors, dans le genre ailes pliables, là, vous pouvez voir peut-être un peu plus, où il y avait une vue de dessus tout à l'heure. Est-ce que je peux vous montrer ? Voilà, une vue de dessus, là, vous pouvez voir que les ailes se replient ici. Et donc, du coup, pour l'instant, on peut pas vraiment le piloter. Il y a Next Future Mobility qui prévoit de commercialiser le véhicule en 2026, donc on a encore un peu le temps. Et pour les précommandes, ça nécessite quand même un dépôt de $5,000. Remboursable après 1 an, en fonction de si ils ont l'autorisation ou pas. Parce qu'en effet, ils sont encore en attente de l'acceptation et des autorisations. Voilà en tout cas pour le véhicule. Donc est-ce que ça vous tente d'avoir une voiture volante ? À voir. Là vous voyez en tout cas à quoi ça ressemblerait. L'autre info, alors attendez, j'essaie de retrouver les liens que j'avais. J'ai perdu mes liens, pourquoi ? J'ai préparé mes trucs. Je vais essayer de retrouver. Ah non, je sais pourquoi. Attendez. Je me suis emmêlé les pinceaux dans mes articles. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc l'autre chose qui a fait parler de lui, ou d'elle, puisque c'est une voiture. Donc on parlait de voiture volante. Là c'est voiture, on va dire voiture. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Voiture avec intelligence artificielle ?
ou voiture ouais, c'est un peu difficile à décrire. En fait, je vais vous faire la présentation. C'est vrai que cette voiture-là, on est plutôt pas sur une voiture volante, mais une voiture qui va être plutôt votre compagnon. Donc, elle s'appelle la iVision Dee. Elle a été présentée par BMW. Et en fait, son principe, c'est d'être votre compagnon. Donc, le concept, c'est qu'elle sera beaucoup plus personnelle. Vous pouvez voir qu'elle a des panneaux Ink, notamment sur les vitres. Vous pouvez voir qu'elle affiche des couleurs et même un avatar ici, et elle permet du coup de programmer des visages humains qui expriment des émotions dans carrément le calandre de la voiture. Alors, est-ce que j'ai une image à vous partager? Voilà, ici. Et vous pouvez voir en fait les phares là de devant, ils peuvent s'animer pour aller avec les propos que sort la voiture, parce qu'elle peut vous parler à l'intérieur comme à l'extérieur d'ailleurs du véhicule, et donc les phares peuvent du coup changer d'expression. Ça rappelle un peu Cars d'ailleurs, voilà, et elle est capable de vous parler. Donc la voiture est entière et composée de panneaux Ink, 240 panneaux pour être exact. Ils permettent de changer de couleur, de créer des motifs en quelques secondes. Pour l'instant, la BMW, elle est uniquement un concept, hein, mais certaines de ces caractéristiques pourront se retrouver dans les voitures prochaines de BMW. Là, c'est plutôt pour présenter un peu la vision de la boîte sur le futur des voitures, plutôt que de vraiment commercialiser finalement la voiture. Ce qui est intéressant, c'est que en plus d'avoir cette personnalité, cette espèce de compagnon qui vous parle, il y a également une notion de réalité augmentée, de réalité mixte. Il y a carrément un moment, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver, voilà, ici, bah voilà, exactement, vous avez la photo qui correspond. Alors mince, j'ai ma vignette qui s'affiche dessus, mais là vous pouvez voir à droite du volant, vous avez un espèce de curseur avec différents petits points ici, une espèce de barre horizontale avec différents petits points, et en fait qu'est-ce que c'est? C'est un curseur qui vous permet d'afficher le degré de réalité que vous souhaitez avoir avec la voiture. Donc en fait c'est plus ou moins virtuel. Le premier curseur, ça va vous donner des accès ou accès à des informations type réseaux sociaux, informations de la voiture, etc. ou GPS. Le curseur suivant, ça va vous donner des informations de réalité augmentée avec vous prévenir des risques de la route, avec notamment un piéton que vous n'avez pas vu, ça va vous l'encadrer en rouge pour que vous agissiez en fonction. Et ensuite carrément le dernier curseur où ça va vous afficher des petits poissons qui volent devant. Me demandez pas à quoi ça sert. Je n'ai pas trouvé l'intérêt non plus. Mais bon, ça fait un effet waouh. C'est un peu ce qu'imaginez avec ce concept-là, c'est que la frontière est pas super évidente entre bullshit et trucs utiles. Donc en effet, par exemple, encadrer en rouge un piéton que potentiellement vous auriez pas vu, qui était un peu difficile à repérer, ça c'est hyper utile en termes de conduite. Afficher des petits poissons lorsque vous naviguez, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Si vous avez envie de vous éclater, allez voir Avatar 2 et puis ça sera très bien. Mais bon, voilà, ça fait un effet waouh, et bon, voilà, il faut le reconnaître. Après, il y a quand même des choses intéressantes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Je pense qu'ils ont partagé cette vision, et en fonction de ce qui a été le plus retenu, potentiellement investir plus sur des éléments ou pas sur leur prochaine voiture. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est un concept car. Il faudra voir ensuite qu'est-ce qui va vraiment en production dans les prochaines voitures de BMW. Mais c'est quand même intéressant. C'est intéressant. Clairement, ils pensent que le futur de la voiture, c'est plus comme un compagnon qui va pouvoir s'exprimer naturellement avec vous, plus que juste une voiture volante, potentiellement. C'est deux axes différents. À voir ce que vous pensez qui est le plus pertinent, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'intéressant? Ah oui, on va parler quand même de WeThings, parce que bon c'est une marque française, on aimait bien leurs produits quand même, et WeThings, ils nous ont sorti quelque chose de étonnant qu'on n'aurait pas forcément attendu de leur part. C'est YouScan. Donc vous pouvez voir un petit peu là à quoi ça ressemble. La photo est
est bien prise. Et donc voilà, le fabricant de balances et de montres intelligentes ici annonce le développement carrément d'un laboratoire d'analyse d'urine à domicile, donc non invasif. C'est vraiment le titre de leur page de présentation. Hein. Voilà, là vous avez une photo qui essaye de rendre sexy des toilettes, ce qui n'est pas forcément évident. Donc le dispositif s'installe sur vos toilettes et il va surveiller les périodes d'ovulation ainsi que des biomarqueurs de l'apport métabolique en nutriments, par exemple les niveaux de pH, d'hydratation, etc. Et il attend encore l'approbation de la Food and Drug Administration, mais ce dispositif devra être lancé au Royaume-Uni au prix de 500 €. Les cartouches sont vendues sur abonnement au prix de 30 € par mois. Donc là vous pouvez voir un petit peu la présentation, donc 9 mm de 90 mm seulement, donc 9 cm de diamètre. Ça s'intègre facilement à vos toilettes. Et en fait, c'est quoi l'intérêt ? Ça va permettre de détecter et surveiller une grande variété de données de santé. Donc là, c'est un peu vague, malheureusement. Ils nous disent que l'analyse d'urine est un examen habituellement effectué une seule fois par an. Mais YouScan permet justement de le faire de manière régulière et dans le confort et l'intimité de la salle de bain. Ouais, après, entre le faire... là où je me pose des questions, c'est entre le faire une fois par an, et franchement c'est pas agréable, parce qu'en effet il faut aller réussir à faire pipi dans un gobelet. Je veux dire, pour les filles c'est pas évident, je vais pas dire pour les hommes, mais pour les filles c'est clairement pas évident. C'est pas très agréable parce qu'en effet c'est dans un laboratoire, etc. Mais en fait c'est une fois par an, et encore même plus rarement en fonction de ton âge. Et entre devoir recharger, changer les cartouches, je crois c'est à peu près tous les 3 mois, honnêtement, j'ai pas envie de tripatouiller les toilettes de manière aussi proche, quoi. Alors certes, il faut toujours les nettoyer, mais moins j'ai tripote et moins j'ai de dispositifs à tripatouiller dans mes toilettes, mieux je me porte. Donc j'avoue que moi, ça me tente pas trop. Après, ils disent voilà, ça permet d'avoir un guide ultime de synchronisation de cycle. Donc voilà, tout premier guide de synchronisation de cycle basé sur les hormones. Ils offrent une analyse des biomarqueurs clés de l'hydratation et de la nutrition, recommande des actions en fonction des phases de cycle et établit une corrélation des données pour un cycle menstruel optimisé. Pourquoi pas ? Moi, je suis pas dans la cible, clairement, mais pour des personnes qui essayent de concevoir, pourquoi pas ? Et l'autre usage, ça serait carrément un guide santé ultime pour la nutrition et l'hydratation depuis chez soi. Enfin bon, si c'est pour me dire qu'il faut que je boive plus de verres d'eau, etc., je sais pas. En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que ça utilise plein de jargon, comme quoi ça serait bien pour moi, mais ça me dit pas qu'est-ce que ça va m'aider à... Quel usage concret ça va être. Et c'est là où ça reste un peu vague pour moi. Et du coup, c'est très cher. Enfin, 500 €, ça reste cher, engageant et contraignant pour quelque chose où les bénéfices sont pas super clairs. Donc pour l'instant, moi, je suis pas emballée. Je suis pas super emballée par le produit. Mais à vous de me dire si vous êtes emballé par le produit. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en termes de produits notables ? En produits notables, il y avait, oui, les lunettes que je voulais vous montrer. Hop, elles sont là. Voilà, elles sont là. Ici. Hop, je vous les montre. Donc ces lunettes, c'est le retour de la réalité virtuelle ou mixte. Donc c'est la société technologique chinoise TCL, qui est d'abord connue d'ailleurs pour ses téléviseurs, mais elle investit également sur des dispositifs de réalité virtuelle et augmentée. Donc là, on a notamment les lunettes Ray Neo X2 AR. Elles sont disponibles du coup en démonstration au CES en 2023. Et il y a notamment un journaliste de CNET qui a pu les utiliser, Scott Stein, et il a pu les utiliser pour traduire carrément une conversation avec un locuteur chinois en temps réel. Donc ça, je trouve ça assez cool. Directement en temps réel, il a pu comprendre quelqu'un qui parlait en chinois grâce aux lunettes. Donc elles sont légèrement plus volumineuses que des lunettes ordinaires, mais par contre, elles intègrent directement des verres correctifs.
Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de les porter au-dessus de d'autres lunettes, ce qui est particulièrement inconfortable, lourd et pas chouette. Donc là voilà, pour l'instant elles sont encore un peu épaisses, mais avec l'introduction de la puce AR1 de Qualcomm, cela devrait encore réduire leur taille. Donc elles seront mises à disposition de la communauté des développeurs d'ici la fin du premier trimestre en 2023 et leur lancement commercial est prévu plus tard dans l'année, donc en cours 2023. Donc voilà pour les lunettes. Donc voilà un petit peu pour peut-être les quatre technologies que je voulais particulièrement vous présenter ce matin. Alors oui, peut-être le dernier quand même, parce que quand même, je trouve ça cool d'en parler, c'était ces rollers. Donc qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces rollers? Donc c'est des rollers de la marque Atmos Gear qui ajoutent de l'énergie électrique à vos rollers. Non, c'est pas une blague. Voilà, les vélos électriques sont en plein boom, en plein essor. Alors pourquoi pas des rollers électriques après tout? Et donc c'est une société française, Atmos Gear, qui vous propose du coup de bénéficier carrément d'énergie électrique avec vos rollers. Ça vous permet de vous propulser à 25 km/h quand même. Donc attention, il faudra bien mettre des protections, je pense. Les rollers sont pilotés par une télécommande et ils sont conçus pour vous donner une autonomie d'environ 20 km. Pas mal. Vous pouvez également utiliser les rollers manuellement, donc ça c'est quand même assez important, même pendant que la batterie du moteur se recharge. Alors ça, j'ai du mal à comprendre comment ça va fonctionner. J'ai pas plus d'explications là-dessus. Mais voilà, c'est des rollers qui vous permettraient de vous propulser ou de vous aider peut-être dans les côtes. Parce que franchement, les côtes en roller, bonjour. Potentiellement, avec ce moteur électrique, ça va vous simplifier la vie. Pour l'instant, il y a des précommandes au prix de 500 € et la société a déclaré qu'elle commencerait la production des rollers électriques dès qu'elle aurait reçu qu'elle aurait reçu 200 précommandes et elle en est à 150 à l'heure de l'article qui a été publié. Donc voilà, on a 5 produits. Maintenant, je vais faire le petit sondage avant qu'on se quitte. Hop. Et quel produit du CES 2023 vous tente le plus? Donc on avait, je reprends un petit peu tous mes trucs. On avait la voiture volante, la Aska A5 eVTOL, voiture volante. Voiture volante, voilà, je vais réduire. Comme ça, vous savez de quoi on parle. Ensuite, on avait Di, la petite voiture Di de BMW. Hop, la BMW iVision Di. Voilà. On avait ensuite le Withings U-Scan. Voilà. Ensuite, on avait les lunettes. Les lunettes Ray Neo X2 AR. J'adore les noms à coucher dehors. Et le dernier produit, c'était les fameux rollers. Atmos Gear Roller électrique. Bon, je suis pas à la place de mettre électrique, mais vous aurez compris. Voilà. Allez, 2 minutes et vous votez. Vous n'avez pas le choix de dire aucun ne vous plaît. Alors là, je suis en train de biaiser les résultats en continuant à vous afficher les rollers. Mais quels sont les produits qui vous tenteraient le plus? Ouais, désolé, je mets un peu de temps à taper le sondage. Voilà. Mais j'ai pas bloqué mon live. Il y a quand même des progrès, faut reconnaître. Hein. Alors, je regarde dans la chat room. Un grand merci à Baron Maritain pour ton soutien. Grand merci à toi, salut. Et Nicolas aime bien la BMW pour changer de couleur comme on veut. C'est vrai. Rien que pour ça, franchement, c'est cool. Il y a une télécommande pour les rollers. Vous pouvez utiliser l'électrique quand vous voulez.
Hop. Alors pour l'instant, c'est les lunettes qui remportent. Les rollers sont pas loin. Je savais que ça allait vous plaire. Les rollers sont pas loin. We Things You Scan est pas mal, hein, 14 personnes. Vous avez des idées d'usage? Ça m'intéresse pour les personnes qui sont intéressées. Alors après, si c'est trop personnel, vous pouvez le dire, je comprendrai. Mais moi, je suis intéressée pour mieux comprendre l'intérêt de ce produit. Donc ça m'intéresse de savoir pourquoi vous êtes intéressé. Tout simplement, ça peut être juste parce que vous aimez suivre votre santé aussi. Hein. Ça, c'est une très bonne raison aussi. Hein. Les voitures ont quand même pas beaucoup de succès. Hein. Vous n'êtes pas des conducteurs de voitures dans la chatroom. Hein. Alors moi j'ai pas voté. Alors j'aurais bien voté sur les rollers parce qu'ils me font kiffer sérieusement, mais en fait je suis juste une quiche dès qu'il faut de l'équilibre. Donc tout ce qui est roller, ski et compagnie, c'est même pas la peine pour moi. Ah merde, j'ai pas eu le temps de voter, le sondage s'est terminé. Mais je pense que j'aurais voté pour les lunettes, ouais. C'est les lunettes qui l'ont remporté, j'aurais voté je pense pour les lunettes. Donc 27 personnes sont plus intéressées par les lunettes de réalité augmentée. Voilà, donc bien joué pour vous. Le second, c'est les rollers, Atmosphere Roller, pour aller plus loin ou monter les cotes avec le moteur électrique. Ensuite, c'est We Things You Scan. Franchement, je pensais que ce serait le dernier, donc là, vous m'avez vraiment surprise. Donc, intéressant de voir votre engouement pour les We Things. Est-ce qu'il y a des gens qui ont répondu sur pourquoi ça vous intéresse? Je lis un peu vos commentaires. We Things, j'aime bien l'idée parce que je suis en demande de stats sur ma santé. Ok, ça me semble ok. Clac Clac me dit pour l'urine. Oui, non, enfin, t'as pas une passion urine, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire pour l'urine? Qu'est-ce que tu veux faire de ces données, en fait? Analyser l'urine, c'est la première étape, mais c'est pas un but. Pour l'analyse d'urine, ma femme doit faire des analyses tous les mois, ça serait super pratique. Ah, donc il y a un vrai usage. Il y a un vrai usage, c'est-à-dire il y a des personnes en effet qui doivent analyser leur urine tous les mois. C'est assez contraignant parce que du coup à chaque fois il faut se déplacer. Et là pour le coup, franchement, je comprends. Et du coup, enfin voilà. Encore une fois, c'est uniquement si tu te sens à l'aise pour répondre. Mais est-ce que c'est pour concevoir un enfant ou pour suivre un état de santé particulier, etc. Il y a une maladie ou une condition de santé particulière, ça m'intéresse si tu te sens à l'aise de répondre. Camille nous dit suivre le cycle menstruel pour savoir comment se protéger de manière fiable, ça peut être super intéressant. Ok, ah bah franchement. Alors après c'est vrai que si c'est, mais je sais pas si c'est pour ça. Je sais pas si c'est pour la contraception. Ça mentionne pas du tout de méthode de contraception dans le produit. Et attention, contraception, c'est prévenir quelque chose. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça peut être utilisé pour ça. Mais en effet, entre prendre des médicaments et tous les jours et faire pipi, bon bah, en effet, c'est peut-être moins contraignant, surtout plus naturel. Mais je sais pas si c'est reconnu. Attention à ça. Le pad pour une, c'est vraiment bien pour avoir un suivi. Avoir beaucoup de données permettrait d'avoir une vue globale sur notre santé, rythme cardiaque, sommeil, on tend vers une évolution de la santé. Ouais, vous êtes assez hypé finalement par le capteur. Hein. Hypomonie, urine pour connaître des évolutions métaboliques plus précises, sport, pathologie, prévention. Ouais, je pense que vous êtes un public très axé e-santé quand même. Curiacé nous dit, voilà, tous les mois, car elle est enceinte, elle n'a pas fait une certaine maladie. Ah, quand t'es enceinte, en effet, il faut peut-être faire des analyses mensuelles. Mais du coup, ça veut dire que tu vas l'utiliser uniquement pendant 9 mois. 500 € pour 9 mois. Mais après, en effet, si ça te simplifie le quotidien de la grossesse, moi, franchement, je comprends. Je comprends. Super utile pour les diabétiques aussi, permet de contrôler s'il y a du sucre dans les urines, etc. Ok. Hyper intéressant. Ah, et tu nous dis c'est pour la toxoplasmose, hein, pour la grossesse. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant. Bah écoutez, un grand merci. Hyper intéressant d'avoir eu votre retour. Merci d'avoir joué le jeu. Sur ce, il est 9h27.
je vous propose qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. En tout cas, retrouvez dès demain Jérôme pour le prochain mug. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine émission. On va voir quand même, avant de se quitter, qui est en live pour vous proposer du coup de faire un petit raid quand même pour pas vous laisser en plan, c'est la moindre des choses. Et donc du coup on va raider qui ce matin? On va raider, allez, flonflon, un peu de musique pour commencer la journée du bon pied. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.